commencer, je dirais que bien sûr, le sommet est sans aucun doute un succès. Et surtout, la présidence indienne. Au fond, cette guerre, elle révèle une chose, c'est le moment occidental est fini. Et donc tous ces pays profitent de l'occasion et nous envoient le message en nous disant « Eh bien c'est fini les gars, vous avez depuis 1750, vous dominiez le monde, c'est trop petit à dans l'histoire de l'humanité. Eh bien voilà, il y a une nouvelle ère qui est en train de commencer et cette nouvelle ère, nous voulons en profiter pleinement. » Ça ne veut pas dire que le G20 a pris parti pour la Russie. Ça veut dire que le message du G20 est très clairement « Nous ne voulons pas prendre parti dans cette guerre, c'est la guerre en Ukraine, c'est votre guerre, disent-ils aux Ukrainiens et aussi aux Occidentaux. » Je reviens sur les États-Unis, parce que Biden était là et Biden a accepté, non seulement accepté, il n'a pas fait, si j'ose dire, il n'a pas fait que triste mine. Ensuite, Biden est parti, où ça, au Vietnam, pour serrer la main d'un octogénaire qui est le dictateur vietnamien. Alors, lorsque les Américains nous parlent de la lutte entre la démocratie et la dictature, on peut sourire. Si vous avez aimé le Trump de 2020, vous adorerez celui de 2024. Il s'est radicalisé, il se fait l'écho des pires théories du complot. C'est absolument... Et en plus, c'est un personnage qui veut se venger. C'est-à-dire que s'il est réélu, je pense que Biden aura des problèmes pour ne pas aller en prison. On en est là. Et le communiqué final est en recul par rapport à l'an dernier. En l'an dernier, le communiqué final parlait de la guerre contre l'Ukraine. Eh bien, cette année, le communiqué final parle que de la guerre en Ukraine. Et ne mentionne pas la Russie. Et ne mentionne pas la Russie. Le mot Russie n'est pas dans le communiqué. Ne figure pas. Et la guerre en Ukraine, comme si c'était un événement naturel dont personne n'est responsable, où tout le monde est responsable. Alors c'est une forme de cadeau pour les Russes, de fait, et de fait, Lavrov, le ministre des Affaires étrangères russe, s'en réjouit. Écoutez en quels termes. Pour commencer, je dirais que bien sûr, le sommet est sans aucun doute un succès. Et surtout, la présidence indienne. Gérard, évidemment, les Ukrainiens sont furieux, on va le voir dans un instant dans leur réaction, mais on peut les comprendre, parce qu'alors là, il y a une sorte de prime aux Russes qui est vérifiée. Oui, c'est un succès de la Russie. Alors, il y a plusieurs éléments qui peuvent l'expliquer, notamment la présidence indienne, parce que vous savez, cette relation entre l'Inde et la Russie, qui est une relation qui date maintenant de 60 ou 70 ans, vous avez la volonté de l'Inde de rester d'une certaine manière à l'écart du conflit. De nouveau, ça ne veut évidemment que Lavrov crie victoire, c'est de bonne guerre si j'ose dire, mais ça ne veut pas dire que le G20 a pris parti pour la Russie. Ça veut dire que le message du G20 est très clairement nous ne voulons pas prendre parti dans cette guerre, c'est la guerre en Ukraine, c'est votre guerre, disent-ils aux Ukrainiens et aussi aux Occidentaux. Mais ce qui est frappant, c'est que les Occidentaux ont accepté. Parce que les Occidentaux pouvaient très bien dire... Ils auraient pu se battre bien davantage, notamment Joe Biden. Ils auraient pu même refuser le communiqué. Ouais. Ils auraient pu dire non, ce n'est pas acceptable. Ce qui veut dire que pour les Occidentaux, et quand on dit les Occidentaux, soyons francs, ça veut dire les États-Unis au premier chef. Pour les États-Unis, les enjeux, et je le répète depuis plusieurs mois, les enjeux pour eux sont beaucoup plus importants que la guerre en Ukraine. Ce sont les enjeux face à la Chine de constituer une coalition. C'est l'Asie, car c'est là que pour eux est l'avenir en termes de croissance, mais aussi de conflit. Vous parliez de la bonne relation relative entre les Indiens et les Russes, entre Lavrov et Modi. Il y a quelques photos qui l'illustrent, c'est des petites choses, mais c'est des photos qui énervent un peu, on y comprend, les Ukrainiens. Cette idée un peu opportuniste qu'ont des pays comme l'Inde, qui, comme vous le dites, ne sont pas nécessairement tellement pro-russes, mais qui estiment que la guerre d'Ukraine fait partie, parmi d'autres, des tensions, qu'ils n'ont pas tellement à se mobiliser. Mais toute politique étrangère est opportuniste par nature. Les pays défendent leurs intérêts. Et donc l'Inde regarde ses intérêts et se dit honnêtement, ce qui se passe à Bakhmout, moi j'en ai rien à faire. Il y a d'autres enjeux qui sont beaucoup plus importants. C'est quand même, une désillusion terrible pour les Occidentaux. Rappelons le début de la guerre, quand on disait, c'est une formule un peu un lieu commun, comme les journalistes, il faut l'avouer, les aiment bien, on disait la communauté internationale condamne l'agression russe. Et on voit que la communauté internationale, au fond, ça se réduit passablement. Témoin le G20. C'est l'Occident. Ce que nous appelons la communauté internationale, c'est évidemment l'Occident. Mais vous savez, moi j'insisterai plus que
de nouveau, je reviens sur les États-Unis, parce que Biden était là et Biden a accepté, non seulement accepté, il n'a pas fait, si j'ose dire, il n'a pas fait que triste mine, il a embrassé Modi, il a signé un accord majeur avec Modi et avec un autre triste cire, qui est quand même Mohamed Ben Salman, qui utilise la scie mécanique pour traiter les journalistes. Eh bien, il a été embrassé par Biden. Et ensuite, Biden est parti, où ça, au Vietnam, pour serrer la main d'un octogénaire qui est le dictateur vietnamien. Alors, lorsque les Américains nous parlent de la lutte contre entre la démocratie et la dictature, on peut sourire. Le rôle très particulier de Lula, on l'a aperçu sur les images, ça aussi c'est une puissance montante. Le Brésil de Lula qui a été non aligné, mais enfin non aligné, tendance pro-russe depuis le début de la guerre. Totalement, au fond, cette guerre, elle révèle une chose, c'est le moment occidental est fini. Et donc tous ces pays profitent de l'occasion et nous envoient le message en nous disant « Eh bien c'est fini les gars, vous avez depuis 1750, vous dominiez le monde, c'est trop petit dans l'histoire de l'humanité. Eh bien voilà, il y a une nouvelle ère qui est en train de commencer et cette nouvelle ère, nous voulons en profiter pleinement. » Lisez les déclarations de Lula parce qu'elle parle d'elle-même. C'est d'abord Lula qui dit, entre guillemets, pacifiste, mais de ce pacifisme que les Ukrainiens considèrent en fait comme un encouragement à la Russie. Quand il dit « Ils peuvent se mettre tous autour de la table, on va arranger ça », nous aurons l'Assemblée générale, il y a un endroit pour discuter de la guerre en outre pour la paix, il y a de la place pour mettre Poutine et Zelensky à la table des négociations. Tout le monde est contre la guerre. Ils reviennent avec cette idée-là. Et Lula va plus loin encore concernant Poutine en disant, mais on ne l'arrêtera pas, je peux vous dire que si je suis président du Brésil et si Vladimir Poutine vient au Brésil, il n'y a pas de raison qu'il soit arrêté. Donc, pas de raison d'appliquer le mandat de la CPI. Et pas de raison de respecter les engagements du Brésil, puisque le Brésil est signataire de la Cour pénale internationale. C'est une manière de nous faire, il faut bien dire, de nous faire un pied de nez, en disant, ou un bras d'honneur, si vous voulez être plus énergique. Expressif. Voilà. La colère des Ukrainiens, alors, elle tourne depuis hier. Là, il faut toujours rappeler l'humour ukrainien. Il fonctionne à plein ici. C'est Nikolenko, c'est le porte-parole de Kouleba, qui dans un tweet assassin, d'abord dit le G20 n'a pas de quoi être fier de ce qu'ils ont fait là. Et puis la suite est extraordinaire. Voilà à quoi pourraient ressembler les principaux éléments du texte. Et ils ont pris le texte et ils ont corrigé au stylo rouge, en mentionnant bien ce dont le communiqué ne parle pas, c'est-à-dire la Russie. Exactement. Oui, je comprends bien que les Ukrainiens, l'intérêt des Ukrainiens, évidemment, de faire de leur cause une cause mondiale, la cause du bien contre le mal. Les Ukrainiens découvrent la réelle politique qui fait que pour les autres, c'est une guerre régionale. Et nous sommes en train de nous avons une guerre du 19e siècle qui nous est imposée par Poutine. Écoutez une voix qui compte. Mikhail Khodorkovsky, il a payé de sa liberté pendant 10 ans. 10 ans dans les geôles de Poutine parce qu'il s'était opposé à lui. Il faut rappeler qui il était, très grand opposant, très grand oligarque avant ça. Très grand oligarque. Voilà, un des hommes les plus riches du monde. Poutine l'a brisé. Il l'a envoyé en prison, il est sorti en 2013. Aujourd'hui, il sort un nouveau livre et il sonne l'alarme. Il dit Poutine, en fait, est en train de revenir dans le jeu. La réelle politique, petit à petit, risque de le rétablir. Écoutez-le. Au G20... on a vu que les dirigeants du G20 enlevaient même le nom Russie de la déclaration. Est-ce que vous craignez que Vladimir Poutine, petit à petit, revienne dans le jeu international? Donc nous sommes bien évidemment déjà dans une réelle politique classique et on s'accommode de Poutine. La question est juste de savoir jusqu'où l'Occident est prêt à céder à Poutine. Qui porte cette responsabilité selon vous? Qui fait que cette réelle politique est en train de revenir? À mon avis, ce sont des politiciens occidentaux qui ont peur que si Poutine est renversé, ça va aggraver la situation dans le monde. Je pense qu'ils se trompent. Ça ne va pas du tout être comme ça, mais ils ne le comprennent pas, malheureusement. Voilà, cette Cassandre du point de vue ukrainien, et c'est pas n'importe laquelle, n'est-ce pas? Il faut rappeler ce que représente Khodorkovsky. Oui, mais en même temps, je n'aime pas trop le terme, le retour de... La Russie, c'est 17 millions de kilomètres carrés, 140 millions d'habitants, elle ne va pas disparaître du jour au lendemain. Oui, mais Poutine, c'est autre chose. On parle bien ici de Poutine, on dit non, la Russie. Par définition...
Comment pouvez-vous agir sur l'avenir de Poutine? On n'en sait rien, l'avenir de Poutine. Et même, je dois avouer que personnellement, je ne suis pas sûr qu'un autre serait pire ou moins grave ou moins dangereux que Poutine. Là, vous rejoignez ce que dit Khodorkovsky, c'est-à-dire là, il est parmi ceux qui sont, en disant ça, vous rejoignez ceux qu'accuse Khodorkovsky. C'est-à-dire que vous l'avez entendu. Je suis dans le camp qu'il accuse, oui. Oui, des réels politiciens. Totalement, oui. Ben, c'est la réalité. Moi, j'arrive jamais à comprendre comment les gens peuvent se critiquer lorsqu'on fait de la réalité. La réalité, c'est la Russie. Et vous avez vu, vous vous rappelez, lorsque Nicolas Sarkozy a rappelé l'existence de la Russie, ce que ça provoquait comme tempête. Est-ce que ça n'est pas une prime aux dictatures et à leur survie? On peut rappeler la galerie, elle est assez terrifiante. La survie de tous ces gens. Poutine est là depuis quoi, 20 ans? Oui, facile. Kim, la dynastie Kim, on va en parler plus tard, ils sont là depuis... Alors il y a les trois en plus, hein, et maintenant il y a la fille. Ils sont là depuis 48, 49. Erdogan dans un autre genre, même si c'est un régime sans doute quand même plus ouvert. Bachar el-Assad, on avait 100 fois conjecturé ça. Depuis 71. L'Iran, 79, 100 fois on a dit on va leur briser les reins, ils sont toujours là. Et en plus, vous pouvez même rajouter qu'en Afrique, vous avez une explosion d'autorité, hein, de régimes autoritaires. Il y a à l'évidence aussi... Mais ça, c'est la déception aussi face à ce qu'on appelle à la démocratie occidentale. Nous avons cru qu'on exportait la démocratie occidentale en organisant des élections. Non, la démocratie, c'est 2 siècles d'évolution. Ce moment terrible où on s'accommode des dictatures, je vérifiais les dates, je ne sais pas si vous les avez en tête, la reconnaissance de l'Union soviétique par la France. Vous avez la date? 1924. Oui. Donc 1917, la France a quand même attendu 7 ans avant de reconnaître l'Union soviétique. À cause des dettes, hein. Voilà. C'est parce qu'ils ne payaient pas leurs dettes. C'est une très bonne raison. Mais enfin, voilà, la France qui reconnaît l'URSS, qui crée les camps de concentration, l'URSS de Staline et Lénine. Reconnaissance de Mao. Là aussi, 64. Un des plus grands criminels de toute l'histoire. 64. Et la justification par De Gaulle est extraordinaire. Il dit, voilà, du fait que depuis 15 ans, la Chine presque tout entière est rassemblée sous un gouvernement qui lui applique sa loi et qu'elle se manifeste comme une puissance souveraine et indépendante, le poids de l'évidence et celui de la raison grandissant jour par jour, la République française a jugé, etc., qu'il faut reconnaître. Comme vous savez, la doctrine de la politique étrangère française, c'est nous ne reconnaissons pas des régimes, nous reconnaissons des pays. Mais voilà, la Chine, il fallait bien avoir des relations avec la Chine, il faut bien avoir des relations avec la Russie. Et c'est ce même calcul qui risque de revenir où on dit, tiens, si Poutine devait rester jusqu'en 2036, c'est le terme, disons, possible, il faudra traiter avec Poutine. Évidemment. Et puis Trump. Si Trump peut arriver au pouvoir, c'est évidemment ce qu'attend Moscou, ce que craint Kiev. Regardez les récentes images de la tournée triomphale de Trump. Elles sont extrêmement impressionnantes. Là, il est dans l'Iowa, je crois. Et on voit à quel point Trump, alors c'est pas tous les Américains, c'est une proportion des Américains, mais il y a un phénomène Trump qui revient, n'est-ce pas, encore plus radicalisé, Gérard Haro? Totalement. Si vous avez aimé le Trump de 2020, vous adorerez celui de 2024. Il s'est radicalisé. Il se fait l'écho des pires théories du complot. Hein. C'est absolument... Et en plus, c'est un personnage qui veut se venger. C'est-à-dire que s'il est réélu, je pense que Biden aura des problèmes pour ne pas aller en prison. On en est là. Est-ce que c'est le scénario catastrophe des Ukrainiens? C'est-à-dire une accumulation qui fait que le temps doublement profiterait aux Russes? Et alors, si Trump arrive, c'est le... Non, moi je pense qu'un calcul russe, peut-être, je ne suis pas dans le cerveau de Poutine, peut-être simplement d'attendre, parce qu'il a les moyens financiers d'attendre, hein, il peut attendre, et attendre quoi? L'hiver éventuellement européen, est-ce que les Européens ne vont pas se lasser, ne vont pas avoir froid, etc. Et surtout, les élections présidentielles américaines. L'élection de Trump, c'est le jackpot absolu pour la Russie. Un mot, et après on continuera avec Alain Bauer, mais sur le symptôme Trump, vous avez une relation personnelle, si j'ose dire, avec Donald Trump. Vous êtes l'ambassadeur ayant tweeté pendant... Vous avez mis combien de temps avant d'effacer le tweet? 15 secondes. 15 secondes. Ça a suffi quand même pour jouer un rôle très important dans les relations entre les deux pays et dans votre carrière. On peut rappeler le tweet. Trump est élu et là, Gérard Haro explose. Après Brexit, on sent que vous êtes tellement énervé, vous sautez. Après Brexit et cette élection, tout est désormais possible. Un monde s'effondre devant nos yeux, un vertige. Bonjour les enfants, c'est Papa. C'est le 3e podcast de la journée. Il est pour toi, jeunesse africaine. Ça se joue sur ton sol. Mais est-ce que ce sont tes intérêts qu'il s'agit? Est-ce que tu t'es assuré de défendre tes propres intérêts, jeunesse africaine? Est-ce que tu as ta propre feuille de route? Est-ce que c'est un match où tu es spectateur, jeunesse africaine? Est-ce que tu attends un sauveur? Jeunesse africaine, c'est quoi ton plan? Quelle est ta place dans ce système?
Es-tu quelqu'un qui aide à quelqu'un d'autre à mener sa guerre contre quelqu'un d'autre? Est-ce que tu réussis à identifier ton propre combat au milieu de toute cette réelle politique, justement? Est-ce que tu réussis à découvrir ton propre combat, ton propre intérêt? Croyez-moi, si après le temps des Occidentaux viendra le temps des Russes, je vous jure qu'on va encore attendre 50 ans avant que le temps de l'Afrique n'arrive. Sauf si la jeunesse africaine finit par avoir sa propre feuille de route, son propre projet de libération. C'est très important, les enfants. C'est très important. Au milieu de tout ça, je me battrai et mon seul angle, c'est toujours de savoir, ça c'est la position russe, ça c'est la position occidentale, quelle est la position africaine? Sommes-nous des aidés, des aidants ou des sous-traitants? C'est dur à comprendre, hein, les enfants. C'était le 3e podcast de la journée, les enfants. C'était papa.